Voilà, donc bonsoir à tous et à toutes et merci à Serge Gonzalez d'avoir accepté de venir vous présenter un petit peu son travail qu'il a engagé depuis maintenant plusieurs mois et presque années pour essayer de concrétiser, ou en tout cas de nous aider à explorer l'histoire du Parti communiste en Gironde et sa naissance. Donc, moi, ce que j'ai pu relever d'intérêt, alors pas dans le livre parce que je ne l'ai pas eu encore, hein, mais dans les éléments que Serge nous a transmis pour initier un petit peu cette soirée, j'ai noté en particulier la forte composante en Gironde originaire de l'immigration espagnole et italienne. C'est-à-dire que effectivement, de nombreux cadres du Parti communiste en Gironde sont originaires de cette immigration. Mais Serge va nous en parler en détail. Pour ce qui concerne l'Italie, c'est plutôt enfin, dans le secteur du Lot-et-Garonne et puis du sud Gironde. Olivier a certainement quelques éléments là-dessus, que finalement cet électorat, ou en tout cas dans le monde ouvrier agricole d'ailleurs, hein, s'est constitué essentiellement. Donc, merci Serge. Ben, écoute, je te passe directement la parole. Vas-y, à toi. Et bonsoir à tous, rebonsoir à tous. Alors, simplement, je ne suis pas une conférence que je vais faire, mais je vais donner quelques éléments et ensuite on verra comment on peut partager les uns les autres. Il y a des gens qui ont des compétences dans ces domaines-là qui pourront très largement compléter, voire plus, ce que je vais leur dire. Ce travail, je l'ai entrepris en accord avec la fédération du PCF et il était destiné initialement à être prêt pour la commémoration du centenaire, c'est-à-dire en 1920. Il n'a pas pu être prêt en temps pour différentes raisons. La première étant que je me suis un petit peu pris les pieds dans le tapis dans la mesure où initialement l'ambition qui était la mienne, et c'est une ambition bien ambitieuse, si je veux que je puisse dire, était d'écrire donc une histoire du PCF girondin disons, jusqu'à dans les années après-guerre. Bon, je me suis vite rendu compte, en travaillant sur les archives, etc., je vais y revenir, que c'est une ambition qui n'était pas objectivement que je pouvais mener tout seul, ni même avec deux ou trois copains qui m'ont accompagné, puisqu'il y a camarades qui m'ont accompagné dans cette histoire, notamment Jacques Morand, que certains connaissent, qui est ancien journaliste de l'Humanité, et puis d'autres personnes qui m'ont aidé à fouiller un petit peu et à essayer de trouver des informations. J'avais quand même comme idée première, en dehors de cette période, donc je me suis résolu à rester sur une période plus courte, étant bien entendu que le reste sera encore à écrire, une période notamment de la résistance à écrire, et bien sûr la période de l'après-guerre. Même si, en travaillant sur les archives, j'ai mis de côté bon nombre de documents, bon nombre d'informations que j'ai pu retrouver à la fois, bien sûr, aux archives départementales, que j'ai pu retrouver aussi au siège de la fédération, notamment à l'occasion du fait qu'on est en train d'essayer de faire du rangement, et il y en a besoin, c'est le moins qu'on puisse dire, et de faire en sorte qu'une partie des archives soit effectivement transférée aux archives départementales. J'ai rencontré l'archiviste départemental et on s'est mis d'accord, même si après le est venu et que cela a été rendu, cela a sérieusement amputé notre travail. Donc, mon idée était la suivante, et la suivante, c'est bien sûr essayer d'écrire une histoire du Parti communiste, mais surtout d'écrire une histoire des hommes communistes, de ces hommes qui ont été communistes. Certains le sont restés, d'autres l'ont quitté, même vite, et des hommes, oui, mais je vais y revenir, et de ces personnes qui effectivement ont contribué à la création du PC. Alors, vous savez, en Gironde, les archives concernant la période avant-guerre sont relativement, ont en partie disparu en 1939. J'ai appris d'ailleurs, mais c'est dans le livre de 256 de Souges, qui a été un instrument précieux pour moi. J'ai appris que le préfet précédent l'arrivée de Alip, le fameux préfet de la collaboration et de la répression pendant la guerre, avait en partie vidé les archives et que, bon, bref. Donc j'étais à la recherche d'un certain nombre d'informations sur ces personnes-là
qui ont contribué. Alors, je me suis donc rapproché de plusieurs archives, celles bien sûr des archives départementales, je vais y revenir, des dossiers qui sont là-bas, celles de l'Institut d'histoire CGT qui a écrit notamment sur les militants syndicaux, qui a écrit plusieurs volumes très intéressants et qui donnent toute une série d'informations sur les faits qui se sont passés jusqu'en plus tard, puisqu'ils ont été, eux, au-delà de l'occupation, etc., etc. Et je me suis rapproché aussi, j'ai refouillé un certain nombre de documents qui étaient à la Fédération dans des dossiers tout poussiéreux que j'ai ressortis et qui concernaient les gens qui avaient repris, qui étaient redevenus communistes à la suite en 1945 et qui, pour un certain nombre d'entre eux, un grand nombre d'entre eux, faisaient référence à la période d'avant 1945, période donc qui est celle qui m'intéressait. Et j'ai donc travaillé sur 717 biographies personnelles, 717 plus une centaine de questionnaires liés à 200 questionnaires plus exactement liés au vote du Conseil de la République de 1946, lorsqu'on a élu les commissaires de la République en 1946, ce qui a donné une certaine matière première que j'ai croisée toute la fois avec ce que j'ai pu trouver des archives départementales, que j'ai croisé également avec une revue de l'AIESS, dont je salue le président Fernandez, qui date de très longtemps, dont j'ai trouvé un volume à la fois dans les archives d'Henri Chassin, dans les papiers d'Henri Chassin qui nous ont été remises par sa famille à la Fédération du PCF, et ce document a été un document élaboré par l'AIESS reprenant les listes élaborées par la police par Alip pour les Allemands et qui reprend ces 3000 et quelques fiches qui sont très diverses, mais dont j'ai recoupé un certain nombre de noms avec des noms que je possédais. Voilà, ça fait un ensemble de choses, sans parler bien sûr des volumes qui ont été écrits, des livres qui ont été écrits, sans parler d'un certain nombre d'autres éléments qui sont apparus au fur et à mesure, rendant un peu aux archives départementales, je n'ai pas pu consulter moi, mais Ludovic, la vie est ainsi faite, lors d'une assemblée de militants, il y a déjà 1 an et demi, oui à peu près, Ludovic Taris, que tu viens d'évoquer, Dominique, m'a informé qu'il avait fait, donc lui-même, il avait travaillé sur cette période-là. Et le hasard a voulu que je venais juste de boucler une partie et nous avons pu croiser nos éléments. Nous voulions finalement, nous aurions aimé faire autre chose de plus consistant, mais ce qui est sûr, c'est que lui qui a pu consulter les 392 fiches que je n'ai pas pu consulter pour des raisons diverses, aux archives départementales concernant d'autres biographies, sont parfaitement en correspondance, même s'il y a des choses différentes, en correspondance avec ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu détecter et sur lequel je me suis appuyé. Ça, c'est la première idée. La première partie. Dans la première partie du document, qui n'est pas pour le moment encore un livre, qui pourrait le devenir, hein, c'est l'idée de le faire paraître. Le document est fait de deux grands chapitres, même de plusieurs autres. Le premier, c'est donc un peu une chronologie de ce qui s'est passé à partir, pas simplement de 1917, le 1917, la Révolution d'octobre et 1920, le congrès de Tours, mais à partir de ce qui s'est aussi d'abord passé dans le mouvement ouvrier, comment le mouvement ouvrier, à partir de 1917, en pleine guerre, a commencé à être travaillé par des mouvements revendicatifs, et notamment par des mouvements de femmes. Ce dont on ne retrouve pas, dont la présence, nous ne la retrouvons pas à ce niveau-là, par exemple dans les biographies dont je parlais de l'après-guerre, puisque sur les 717 biographies, il n'y a que 100 biographies de femmes, ce qui pose un réel problème. Mais 1917, parce que 1917 a été marqué par des luttes importantes. Alors,
Certaines sont connues, les 3000 ouvrières, notamment des femmes, bien sûr, travaillant dans l'industrie d'armement, puisque c'est là elles ont été appelées pour remplacer les hommes au combat, enfin, etc. Avec des luttes célèbres, celle des poudrières de Saint-Médard, les 3000 ouvrières, mais aussi d'autres moins connues, telles que celles des femmes de Chérubin à Talence, qui ont manifesté à près de 1000 dans les rues, à 800 dans les rues de Bordeaux et de Talence, et qui ont obtenu, qui se battaient pour la journée de 10 heures à l'époque, puisque c'était ça, celle des femmes d'autres industries d'armement importantes qui se sont battues aussi pour leur revendication salariale, mais comme d'autres luttes dans des corporations, notamment sur le port, où effectivement il y a eu plusieurs luttes importantes, des dockers, pas trop dans cette période-là, plus après, mais surtout dans le personnel docker qu'on appelait en espagnol los carboneros, c'est des charbonniers, ceux qui travaillaient sur le charbon, qui occupaient une place importante, et dans lequel il y avait aussi beaucoup d'Espagnols, effectivement, habitant sur la rive droite, mais aussi des travailleurs marocains, puisqu'il y avait des travailleurs marocains émigrés aussi à Bordeaux. Il y a eu toute une série de luttes. Dans la première partie, très brièvement résumé, est consacré à l'émergence d'un mouvement social revendicatif lié au mécontentement, lié à la guerre, bien sûr, et lié à ça. Parce que, bon, parmi les éléments constitutifs, il y en a plusieurs, de nombreux, mais parmi les éléments constitutifs, bien sûr, de la création des PC, celui du refus, celui de l'horreur de la guerre, rappelons-nous, 1 400 000 morts, 1 100 000 mutilés est un des éléments prioritaires. Bien sûr, deuxième parmi les éléments, c'est la faillite de la social-démocratie, en fait, ce qu'on appelle la social-démocratie, des dirigeants de l'époque de la SFIO et de l'Union sacrée, etc. Puis d'autres éléments qui vont rentrer en compte, et en particulier, bien sûr, la révolution d'octobre, puis la troisième internationale ou la troisième internationale, etc., etc., etc. Alors voilà, ça se présente comme ça, et après je développe donc des dates avec des exemples précis de lutte, etc., de débats importants dans les différentes étapes de la formation du PC, pas simplement en Gironde, 24, 25, 26, gros débat en Fédération de la Gironde en 1926, et avec la bolchevisation dans ces périodes-là. Puis 28 avait notamment les mouvements sociaux importants chez les dockers ça va jouer un rôle important. Puis ensuite on arrive à 34, le front, les appels de la paix, l'appel d'Amsterdam, enfin, etc., etc. Voilà, tout ça est développé. Et la deuxième partie, je m'en arrête sur ça, est composée d'une centaine de biographies différentes de gens dont j'ai pu trouver la trace concrète de leur activité dans cette période-là. Voilà, certains sont connus, Henri Chassin, Régine Allot des Chassins, les frères Allot, bien sûr, connus parce qu'il y a aussi la République espagnole qui joue un rôle important, puisque je me suis aussi appuyé sur le livre les éléments de recherche des Lavallée, enfin des universitaires Lavallée qui ont fait donc, un bouquin sur Bordeaux et l'Espagne, avec les différentes étapes de la solidarité avec l'Espagne, 24, la lutte contre Primo de Rivera, l'arrivée de la Deuxième République, la grève des Asturies, la commune des Asturies, puis ensuite la guerre civile, l'arrivée à Bordeaux presque 100 000 personnes vont passer par le port de Bordeaux lorsqu'ils se réfugient de la réduction de la poche du Pays Basque. Certains, la plupart vont rentrer au front, puis ensuite, bien sûr, la retirade, et avec tous les aspects qui seront développés par la suite et qui devraient être développés par la suite, avec notamment la résistance. Bon, je ne développe pas sur ça, c'est pas l'objet. Alors, j'en finis sur ça pour dire que pour en arriver au congrès de Tours, vont participer donc 9 délégués girondins de la SFIO qui a tenu son congrès. Alors, on n'est pas arrivé au congrès de Tours en Gironde. Il y a eu des étapes. Il y a eu les étapes où, par exemple, en 1916, la conférence fédérale de la SFIO, on est au début de la guerre, réunit encore 148 mandats pour continuer la continuation de la guerre contre
contre 36 pour l'arrêt de la guerre. Bon. Et quand on arrive en 1917, c'est-à-dire un an après, ce pourcentage a terriblement évolué et la motion minoritaire, plutôt, avant c'était 20%, pardon, la motion minoritaire est arrivée à 36%. C'est-à-dire un processus qui arrive au choix du Congrès fédéral, qui aboutit à l'envoi de la délégation girondine au Congrès de Tours, qui est composé donc de 9 délégués, 4 pour la tendance motion Blum, Frossard, et 4 pour la motion, pardon, Cachin-Frossard, excusez-moi, et 4, c'est pas un détail, 4 pour la motion Blum et 1 pour la motion Longuet. Les 4 girondins communistes, c'est Jean Camescas, un historique du Parti socialiste, soit des historiques du Parti socialiste, c'est Lagonaël aussi, un historique du combat ouvrier et du syndicalisme. C'est, autant que je me souvienne, c'est Georges Gaille, comme on voudra, Gaille, G-A-Y-E, qui a joué ce camarade qui était à l'époque militant syndical, un métallurgiste, pardon, a joué un rôle considérable. Il s'est battu comme un chien dans la SFIO pendant les différents congrès et même avant pour se battre pour effectivement pour le choix d'une organisation révolutionnaire qui n'avait pas encore trouvé les contours qu'elle va trouver par la suite ou plus tard. Le quatrième, je ne me souviens plus, le quatrième, qui c'est, vous m'excusez, bon, je le retrouverai par là. Et dans la délégation pour la motion Blum, on retrouve Adrien Marquet, le futur maire de Bardos, qui n'est pas rien. On retrouve Alexis Carrel qui va être lui aussi comme marqué, c'est bien le cas de dire, par la collaboration avec Vichy, qui est le maire à l'époque du Bouscat, tant que je me souvienne, et pour la notion Longuet, Rissier, qui disparaîtra un peu rapidement, on ne sait pas trop, qui va repartir, qui était un gars qui arrivait de Dordogne, qui va y repartir, etc. Voilà. Donc, on voit que, et je m'excuse, dans la motion Blum, important, Gabriel Lafaille, qui va être des secrétaires de la CGT avant qu'elle soit réunifiée, la CGT confédérée, de la CGT d'abord, puisque c'est après que lorsqu'il y a eu la scission avec la CGTU, il faudra autre chose, qui va être secrétaire de l'Union départementale CGT de 21 à 28, quelque chose comme ça, qui est conseiller municipal avec Adrien Marquet, adjoint même, avant de partir, en étant tout en même temps élu à Bazas, et qui va lui aussi faire partie du carteron qui vont jouer la carte de la collaboration. Je fais vite, ça mériterait un déroulé plus important, et qui va aussi pratiquer, va être dans la scission que Marquet fera au sein du Parti socialiste en 1935, et qui lui aussi fera ce qu'on a appelé les néo-socialistes, et qui ensuite, Marquet refera une autre scission plus locale qui s'appellera les néo-socialistes. Voilà, ça fait partie de l'histoire. Parce que je crois, voilà, ce PC naît dans une fédération d'abord forte de la SFIO, importante, qui a obtenu déjà depuis avant le siècle qui a fait élire un maire à Bordeaux en 1896, qui d'ailleurs Carrel trouvera le moyen de le démolir ou de Camel plutôt, de le démolir en 1900, mais qui a obtenu qu'il y a un certain nombre d'élus importants par rapport à ce qu'est, d'une manière générale, la SFI. Voilà. À l'époque, c'est une des fédérations importantes en France. Voilà, donc voilà un peu comment se présente. Après, on pourra, si vous voulez, revenir sur. Et donc, j'ai tenu à ce qui est donc une partie qui est pratiquement équivalente, pas équivalente, mais pas loin, de références biographiques que j'ai construit à partir des éléments que j'ai donnés, à partir aussi en croisant avec le Métron, qui est fort intéressant, mais dans lesquels il y a pas mal d'erreurs aussi, hein,
comme il y a dans la revue, comme disait lui-même d'ailleurs Cavignac, le créateur avec Brana de la revue de l'IEAES qui recueille plusieurs milliers de noms, qui lui-même reconnaissait qu'il y avait des erreurs, que beaucoup, y compris des gens, en mettaient, puisque c'était fait à partir des fiches de police, beaucoup de gens étaient qualifiés de communistes, alors que quelquefois certains étaient anarchistes, etc. etc. Enfin, dans d'autres formations de gauche, mais à l'époque, la police faisait ça. J'ai découvert, ou du moins j'ai découvert, j'en connaissais l'existence, je m'en suis servi aussi pour pouvoir croiser les informations que j'avais, les fiches de la 8e brigade de gendarmerie de la Gironde, qui est le fichage des militants communistes ou présumés communistes, canton par canton. C'est une source d'information extraordinaire qui permet d'avoir une vision, alors de la police bien évidemment, mais qui permet, en croisant avec un certain nombre d'informations, de pouvoir préciser. Je crois que le travail de découverte n'est pas fini, il ne fait que commencer, je le dis tranquillement, concernant les noms des gens qui ont participé à la création, à la formation, etc. Et en voyant bien qu'il y a des gens je disais tout à l'heure, je citais tout à l'heure Georges Gay. Georges Gay, qui a été un militant de première heure, va partir en 1925, va laisser ses responsabilités. C'est un militant syndical, comme beaucoup d'autres qui vont participer à la création du PC. J'y reviendrai après sur le rôle joué par les jeunes, en particulier dans tous les combats antimilitariste, combat pour la paix, le combat antifasciste, le combat pour le Front populaire, bon, le combat de solidarité avec l'Espagne, mais aussi bien avant avec les Allemands, la Ruhr, le Maroc, etc., la Rhénanie, etc., 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 les Allemands. Mais Gay, par exemple, c'est quelqu'un qui va quitter le parti en 1925, il va partir de la région aussi, et il devient sympathisant de la révolution prolétarienne, je crois que ça s'appelait comme ça, une revue, on dirait aujourd'hui gauchiste, mais c'est un peu rapide parce que c'est pas une revue, disons, plus avec qui n'est pas celle qui prévaut dans les organismes de direction du PC. Voilà. Lui et d'autres vont partir comme ça, vont disparaître, et on les retrouvera. Gay, on le retrouve chez Citroën en 45, voilà, en 1945, où il termine sa vie en région parisienne. Voilà, c'est quelques éléments. Alors après, on pourra pointer quelques noms que moi je juge, que je trouve très importants dans cette période-là. Disons que j'ai eu la chance de connaître au moins 3 personnes que j'estime être qui ont été des piliers de la création du parti, ou du moins d'avant-guerre, et qui le sont restés par la suite. Le premier, c'était René Durquet, puisque je suis venu habiter à Bègle, bien sûr, qui a été, il adhère au parti en 1920, hein, René Durquet, qui a été maire de Bègle, etc. Le deuxième, et c'est pas par ordre d'importance, c'est important, ça a été Henri Chassaing, que j'ai connu aussi, qui a été secrétaire fédéral avant-guerre en 1936, oui, 1936, qui ensuite le deviendra en 1945, mais connaîtra un passage dont on pourrait évoquer ici, mais qui n'est pas dans ce que j'ai traité là, mais qui pourrait être traité éventuellement. Une situation très compliquée, très douloureuse pour lui. Et ensuite, le troisième, c'est Hubert Ruff, que j'ai connu aussi au conseil régional, puisqu'il avait présidé une réunion célèbre du conseil régional d'Aquitaine, où il avait fait frémir nos amis socialistes, puisqu'il avait évoqué l'intervention soviétique en Afghanistan, ce qui lui avait valu, ça c'est pour le petit sourire, une protestation scandalisée de Laurie Sergue, qui était député socialiste du Lot-et-Garonne, et qui lui avait dit, lui l'instituteur, je dis quand même, camarade Ruff, les travailleurs afghanistanais se souviendront de ta déclaration. Ce qui était beaucoup pour une déclaration qui n'en valait pas autant, mais enfin bon, afghanistanais, c'est resté, tout le monde en avait eu. Alors voilà, une entrée en matière, et après, je pense qu'on peut aller
si vous le voulez plus loin, s'il y a besoin de précision, je peux, voilà. J'essaie de voir si j'ai rien oublié je ne crois pas, enfin, peu importe de toute façon, si j'ai oublié, vous me direz. Oui, alors je me suis aussi également servi, je m'excuse, alors j'ai parlé de 256 de livres de Souge, parce qu'il y a quand même là matière première sous les militants communistes. Il n'y a pas, on le sait qu'à Souge, c'était malheureusement, ça a été beaucoup plus, malheureusement, oui. La vérité historique, c'est qu'il y a eu d'autres militants que les militants communistes, mais que les militants communistes ont joué un rôle, malheureusement, ont été parmi les premières victimes, ont été parmi les premières victimes et parmi les essentiels, mais pas seuls. Il y a également, je disais le bouquin des Lavallée, parce que Bordeaux était le centre aussi, en 1936, de l'aide, du comité d'aide à l'Espagne républicaine. Quoi. Et par exemple, à Bordeaux est passé en 1936 des gens comme Jean Epstein, de la Moy, qui fait de la main vous voyez, Moy, qui a été un des créateurs de la Moy d'ailleurs, avec Manouchian, enfin, oui, bref, Manouchian, pardon, je confonds Manouchian et avait Manouchian qui a été fusillé, mais ils n'ont jamais su que c'était, qu'ils l'ont fusillé, ils n'ont jamais su que c'était le dirigeant de la Moy, mais qui est venu à Bordeaux, qui a organisé, fait partie de l'organisation avec Rabaté aussi, qui est un dirigeant du PC au niveau national, avec d'autres, qui a été effectivement un des principaux dirigeants de la résistance. Voilà, et qui a effectivement qui avait gardé des souvenirs très forts de Bordeaux. Sont passés aussi à Bordeaux d'autres dirigeants, je ne vais pas développer, notamment dans cette période-là, 36, 39, pour faire vite, puis ensuite, voilà ce que je voulais dire, pas brièvement, mais en introduction, et puis je le dis, c'est un document ouvert, quoi. Il n'est pas fini. Si, ce que j'ai fait, c'est fini, ça c'est clair, mais il est ouvert à des enrichissements, à des apports, au débat, bien évidemment, mais il faudra y réfléchir, enfin, il faudra, dès que la situation le permettra, ce qui n'a pas été le cas, hein, voilà, faire en sorte que d'autres personnes qui ont des connaissances et peuvent être intéressantes, qui seront certainement très intéressantes, puissent venir l'enrichir de manière à faire quelque chose de peut-être encore plus riche que ce que j'ai fait, et qui est déjà pas mal, parce que je ne parle pas de la richesse là, en termes de volume, hein. La richesse à chacun jugera, pourra effectivement venir compléter, enrichir et voir développer un certain nombre de choses. Voilà, ce que je voulais dire, c'est pas que ça, mais c'est déjà pas mal. Merci Serge. Ce que je vous propose de façon à organiser le débat et permettre son déroulement le plus serein, c'est que vous utilisiez la petite main bleue pour demander la parole et puis évidemment au moment où vous interviendrez en donnant la parole, vous activez votre micro et ça permettra un enregistrement à peu près correct de la soirée. Qui souhaite prendre la parole? Alors je vois il y a HP qui a levé la main, je ne sais pas qui c'est mais il va se présenter. Ou alors c'était pour dire que c'était bien. Donc je ne sais pas s'il demandait la parole en réalité. Bien, à qui? Olivier en tant qu'historien ou Alexandre en tant qu'historien. Petite réaction? Une petite réaction rapide, mais mes années d'historien sont derrière moi. D'abord pour remercier Titou. En plus, ça rassemble des copains, parce que je sais qu'il y a Michel Pugeot, donc ça rassemble de Pau à Bastia. Donc, donc c'est positif de se retrouver sur des sujets de cette nature-là. Bon, d'abord dire que Titou a dû se coltiner la méthode historique et le rapport aux sources. C'est un travail, je le sais de mémoire, qui est un travail contraignant, qui peut donner des périodes où on peut être exalté, il peut y avoir des moments où on peut être enthousiasmé, il y a parfois des moments de découragement dans le rapport aux sources, sur leur volume. Notamment, je suis assez impressionné par ton corpus sur les bios, sur les 717, donc c'est une masse importante.
Moi, j'avais fait une approche prosopographique dans mes années universitaires avec Bernard Lachaise. Bernard Lachaise, d'ailleurs, qui est un ami de nous tous, est très sensible. J'ai discuté avec lui sur le fait que des anciens responsables départementaux du parti, comme Titou, puissent réaliser ce travail-là. Parce que c'est un travail chronophage, mais c'est un travail qui va être utile, y compris pour les recherches universitaires à suivre. Donc, moi, j'avais travaillé sur les députés communistes élus sur la première Assemblée nationale constituante et sur la seconde, ce qui est un corpus assez important. Déjà, une première idée, Titou, si tu vois qu'il y a des erreurs manifestes, disons lourdes, dans certaines notices Métron, le dictionnaire du mouvement ouvrier français, c'est toujours intéressant de leur envoyer, bon, pas sur des détails, mais c'est toujours intéressant de leur envoyer via des sources, il faut que ce soit sourcé, mais via des sources, des modifications, des compléments, des rectificatifs, parce que le métron est une matière vivante toujours. Et il y a toujours possibilité de rectifier, d'enrichir des notices biographiques. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu puisses à un moment donné essayer, à travers cette matière, de définir un peu des profils, des tendances fortes. Quelles ont été on les connaît. Bon, il y a bien sûr la Première Guerre mondiale, il y a 17, il y a le souffle de 1920, mais ces camarades donc de cette première génération du parti dans cette fédération, les origines sociales, bien évidemment, les chemins de conscientisation politique, les premières expériences syndicales, quel a été donc ces chemins de politisation, disons, de conscientisation. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir, période que je connais, j'ai plus travaillé l'après-guerre, moi, la guerre et l'après-guerre, et que sont-ils devenus? C'est-à-dire, par rapport à cette première génération, quel a été leur itinéraire dans l'organisation, dans cette jeune organisation politique qui a été traversée, Titou a donné les grandes dates, par des débats parfois sévères sur un certain nombre de questions. Et donc, comment cette première génération, elle a évolué, que sont-ils devenus? Voilà. Après, tu as cité je pense qu'il y a de magnifiques personnalités dans cette génération de 1920 en Gironde. J'avais commis un petit article dans l'IAES sur Hubert Ruff, mais je ne peux plus te donner l'année, mais j'avais travaillé, d'accord. Et j'avais notamment travaillé avec les archives de l'Assemblée nationale. Les bios à l'Assemblée nationale étaient des bios assez instruites. Je ne sais pas si il peut y avoir, alors sur les archives, tu as bien sûr donné la date fatidique de 1939, bon, et donc là, tu es sur une matière où bien sûr il y a beaucoup de choses qui ont disparu, mais le fait de mettre en exergue un peu ces belles personnalités, ça peut même parfois aussi, ça pourrait susciter chez certains étudiants l'idée aussi de creuser des biographies. Il peut y avoir très bien je ne sais plus comment ça travaille sur l'Institut d'Histoire, mais il y a de belles personnalités du parti sur l'entre-deux-guerres qui pourraient faire l'objet d'un traitement un peu plus poussé à l'Institut d'Histoire. Puis le dernier point, j'en arrête là. En tout cas, moi, je trouve que déjà l'appareil de source que tu as pu mobiliser, ça te donne déjà, j'ai envie, du grès à moudre. Ça te donne déjà une matière. Alors après, il y a bien sûr dans chaque fois dans une production historique, il y a des arbitrages et des choix à prendre sur des problématiques, mais qui se dégagent chemin faisant. Et moi, le dernier truc, c'est que par rapport à ce souffle, à cette rupture de 1920, je pense que ça nous aide aussi, en évitant les anachronismes, à réfléchir à notre situation actuelle, à nous faire penser, pour aujourd'hui et demain, la manière dont, à partir d'une situation, en partant du réel, on peut parfois aussi, si ce n'est renverser la table, trouver des chemins nouveaux pour construire des perspectives et une espérance.
Et je pense que revisiter 1920 aujourd'hui, ça n'est pas qu'un travail historique que Titou a engagé, c'est aussi une aide à la réflexion et à la pensée pour aujourd'hui. Merci Olivier. Titou, tu souhaites réagir un petit peu? Mais s'il n'y a personne, oui, mais Tu je peux. vois Alexandre. Hein? Vas-y. Oui. Je ne sais pas sur ce qu'a dit Olivier. Bon, je partage. Je me suis servi, Olivier. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas écrit non plus, mais je me suis servi de ce que j'ai trouvé dans les archives d'Henri Chassaigne, dans lesquelles il y avait d'ailleurs le livre auquel a participé aussi Alexandre Fernandez sur l'après-guerre, où Alexandre travaillait sur les questions électriques, voilà. Et Bordeaux et la reconstruction, je crois. Voilà. Je me suis servi aussi de cette matière-là, et donc j'avais trouvé ce que tu as sur Suberuf, que j'ai dit, j'ai eu la chance de le connaître. C'est pas rien. Lui et Henri Chassaigne, bien sûr, qui pour moi constitue quelqu'un. Donc voilà. Bon, bref. Et je pourrais, par rapport à la question que sont-ils devenus, ben, il est évident que d'abord, on n'a pas retrouvé les traces de ce qu'ils sont tous devenus. Ça, c'est souvent fois, elle s'arrête très rapide. L'engagement s'arrête de manière très, très, du moins l'engagement dans le PC, et il est comment dirais-je, des périodes diverses. On voit le départ de Jean dont on ne sait pas le départ, on ne sait pas où ils vont. J'ai parlé de Gay parce que je sais que lui, comme son beau-frère qui s'appelait, autant que je me souvienne, Barsac, donc j'ai retrouvé Frédéric Barsac qui militait avec lui sur la rive droite, qui militait avec lui sur la cellule. Ce nom, Florac, était une des cellules les plus importantes dans les années 25, 26, 27, 28, 21, jusqu'à 32. Les cellules les plus importantes sont parties dans la mouvance qu'il y avait de révolution prolétarienne, dans laquelle aussi participait quelqu'un qui a aidé à la création du parti, Lucie Coyard, qui ensuite a quitté. Il faisait partie des gens qui ont signé, c'est ça qui est assez extraordinaire, l'appel des 250 militants communistes à l'internationale communiste. Celle qui disait globalement les communistes français ne sont pas assez communistes. Je résume là aussi, je m'excuse de la rapidité, mais Gay, qui a été un militant ouvrier très très important, enfin moi, ce que je lis de lui, la façon dont il interpellait Jouot dans le syndicat, là on parle du syndicat, mais dans la SFIO, comment il interpellait les Camel, les KRL, et bien sûr Marquet à plus forte raison, mais enfin c'est cette équipe-là, ou les Saint-Germain, bon, enfin, bref, etc. etc. Donc il y en a un certain nombre, on retrouve leurs traces. Les trois dont j'ai parlé chez nous, ce sont ceux qui traversent la période, toute cette période-là, puisque bon, voilà, et pas n'importe laquelle, jusqu'à après-guerre, puisqu'ils vont continuer, etc. Et il faut effectivement. Mais j'ai voulu, moi, dire que quelle que soit leur destinée ultérieure, à un moment donné, ils ont contribué à créer cette organisation avec ses contradictions. Moi, je ne suis pas là pour refaire la vie en rose ou en rouge. Y compris certains ont été exclus, je le dis, je n'ai aucun problème sur ça, bien évidemment, mais quels que soient les gens, quels qu'ils aient été, ils ont contribué à construire une organisation à un moment donné, quel ait été par ailleurs leur destin. On connaît des destins qui sont comment dirais-je, plus problématique, pas pour nous, mais de ceux qui sont partis avec la collaboration et les nazis, compris voilà, on en a connu, mais de ceux des modestes, non. Alors par contre, on a quelques figures autres qui vont parcourir cette période-là, toujours pour parler de ça. La première, c'est, alors on a dit souvent dans nos écrits, j'ai lu ça, que Marius Olivier, cheminot, révoqué de la SNCF en 1920, qui était aux ateliers de Périgueux, qui a eu le plus gros contingent de révoqués. Hein. On parle entre 437 et 487. Les chiffres sont pas. Bon, enfin, c'est considérable, hein, les révoqués de la SNCF et les révoqués de la fonction publique, d'une manière générale, les emplois publics. Il y en a d'autres.
Marius Olivier, on a dit qu'il est devenu le premier secrétaire du PC. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le premier secrétaire fédéral du PC. Marius Olivier a été le premier qui, par Assemblée générale, a été nommé, c'est important, secrétaire permanent à la propagande. C'est-à-dire que, voilà, non, mais c'est important parce que le premier secrétaire fédéral réellement départemental, c'est au congrès de décembre 2001 à Bègle, puisqu'il a lieu à Bègle, et c'est Rieu, le père, pas Jean Rieu, Roger Rieu, c'est lui le premier secrétaire fédéral élu réellement. Non, pas 2001, on se comprend, 1921, voilà. Bon, c'est pas... Et dès que Marius il va mettre en place avec toute une série de copains, je parlais de Lucie Collière, elle était venue ici, cette camarade qui appartenait à la direction nationale, qui a quitté la direction nationale du PC, qui est revenu à la SFIO, qui ensuite a quitté la SFIO, qui a requitté la SFIO, après la guerre est revenu à la SFIO, puis elle a requitté, mais enfin bon, voilà. Mais le premier secrétaire fédéral, c'était Roger Rieu, qui a eu des responsabilités importantes parce qu'il a quand même été premier secrétaire fédéral et il a participé à 2 réunions de l'Internationale communiste, la 4e et la 5e, je crois, congrès de l'Internationale communiste. Il a joué un rôle important, dont on ne trouve pas toujours toutes les traces. Moi, j'ai cherché, mais sans doute qu'il y en a qui ont des éléments que je n'ai pas sur sur ses déclarations. Je sais qu'effectivement, il s'est fait l'écho à l'époque lorsqu'il y a eu, dans la période où il fallait que les membres de la LDH et les francs-maçons quittent le parti, je ne vais pas développer sur la période, je sais qu'il s'en est fait l'écho de manière très forte en Gironde, de ce point de vue-là. Mais on sait peu finalement de choses, à part qu'il a fini sa vie en région parisienne, ce que dit le Métron comme commerçant, s'occupant des problèmes de commerçant. Mais on ne sait pas. On sait qu'il y a son fils, Jean Rieu, qui va devenir, lui, un dirigeant communiste, de la jeunesse communiste d'abord, et ensuite du parti à la Libération. Donc, il y a Marius Olivier qui, dès il fait 1 an, comme secrétaire à la propagande, on appelle comme on voudra, même si on veut dire qu'il est premier secrétaire, ça ne me gêne pas, mais il fait 1 an, il va créer, à construire, à rassembler, à construire et à mettre en place les structures du parti, et après c'est Roger Rieu qui lui va rentrer vraiment dans le travail d'organisation. Et Marius Olivier disparaît. Marius Olivier, on le retrouve en Dordogne et puis en Haute-Vienne. Il va prendre des responsabilités à la CGT. Parce qu'à cette époque-là, voyons bien qu'il y a effectivement des rapports c'est plus que des rapports entre le PC et la CGTU, etc. Mais, et il va revenir après, en Gironde, pour, vous le savez, il y a toutes les périodes de la résistance, etc. Mais il va revenir en Gironde pour être le premier maire communiste de Bègle, puisqu'il est mort là. Voilà. Donc, on connaît le parcours de Marius. Je résume, bien évidemment. On connaît aussi le parcours et surtout les difficultés de celui qui va devenir secrétaire fédéral, premier secrétaire, je ne sais pas comment on l'appelle, en 1925, qui est... il s'appelle... Bon, vous m'excusez, Pichon, voilà. Pichon qui va devenir donc, et qui va rester secrétaire fédéral. On sait que sa responsabilité à la tête du parti va pas être simple. On est 25, vous voyez, on est dans la période, il va y avoir la bolchevisation, il va y avoir tout ça. Il va avoir effectivement des débats très, très, très durs. Et il va y avoir dans le parti des débats très durs entre, alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais ça apparaît comme ça, des jeunes qui poussent à être plus dynamiques, pour ne pas dire autre chose, plus dynamique, et Pichon qui est considéré comme quelqu'un qui n'est pas assez dynamique. Mais Pichon va rester. Et il va rester secrétaire fédéral jusqu'en 1935, bon, j'ai les dates, excusez-moi pour les dates, bon, il sera remplacé, etc. Voilà. Mais il va jouer un rôle, et il va rester en place, il va continuer à jouer un rôle dans l'appareil du parti, puis ensuite, pendant la guerre, il va être déporté en Algérie, il va être
envoyé en Algérie, etc., et emprisonné en Algérie. Et il va ensuite, à la Libération, jouer un rôle, il va travailler à l'hebdo, au journal du Parti de la Libération, à Gironde, et puis ensuite aux Nouvelles de Bordeaux du Sud-Ouest. On connaît Pichon. Pichon, c'est quelqu'un dont on a... Et on sait que les choses ont été très compliquées, quoi. Et pourtant, il a fait partie de ceux qui ont essayé de jouer, et notamment lorsque la JC, qui menait à cette époque-là un combat, le premier marqueur quand même de la constitution du PC, c'est la lutte contre la guerre, pour ne pas revoir précisément cette truc. On sait qu'il va jouer un rôle important pour aider les jeunes communistes au combat antimilitariste. Et c'est là qu'on va s'affirmer à la fois dans les entreprises et en même temps sur le terrain, des gens comme Allo, comme les deux frères Allo, Élie et Roger, si je ne me trompe, les prénoms également, mais aussi toute une série d'autres dirigeants qui vont devenir ensuite des dirigeants à la fois syndicalistes, qui vont devenir des dirigeants, et puis ensuite des dirigeants et des résistants plus tard. Voilà. Et là, il y a un gros débat. Il y a des gros débats sur comment... il y a dans la vieille partie, ou chez les plus anciens membres de la SFIO qui ont facilité le passage Kamiskas, je disais, il a été responsable à l'éducation pendant un an, mais surtout, il arrivait de l'appareil. Il y a un vrai débat sur on va trop vite, ou enfin bon, on ne s'y retrouve pas, ça ne peut pas durer comme ça, etc., etc., etc. Il y a des vrais débats. Mais on sait, bon, Kamiskas, par exemple, j'aurais aimé avoir, mais sans doute que ça existe, il faudrait peut-être demander ailleurs, avoir des éléments sur ces discours, enfin sur ce qu'il a pu dire en dehors, bien évidemment, des PV de la police, qui reste une masse importante. J'ai tout lu, ça fait beaucoup de temps, mais qu'il faut travailler avec, là aussi, à la fois en voyant ce qui peut être du domaine, ce qui est du domaine du possible, ce qui est du domaine de l'idéologique et du parti pris. Mais on retrouve des choses. J'ai été frappé de voir que, par exemple, sur des rapports de police émanant de gens différents, mais toujours de la police, les interprétations étaient différentes sur effectivement ce qui se disait. Mais les faits, eux, ils étaient concordants. Les interprétations étaient différentes. Il faut savoir travailler sur les deux. Voilà. Donc, il y a toute une série de gens comme ça dont on a retrouvé Bon, on retrouve bien évidemment, parce qu'on le retrouvera après-guerre aussi, la trace de Martinez, qu'on appelait Adi André, qui était le responsable du port autonome, du port des dockers, qui va mener une bataille contre lesquels les confédérés de la CGT, les socialistes de l'époque vont mener une bataille de chiens, et qui va se retrouver quand même au congrès de réunification, même avant, et lui a la responsabilité de la propagande de la nouvelle CGT. De la nouvelle, non, de l'ancienne même CGT, pas de la nouvelle, c'est encore autre chose. Bon, bref, il y a aussi tout cet aspect-là, puisque j'aborde aussi quand même ce qui s'est passé avec la création de la CGTU, mais du point de vue des militants sur lesquels j'ai pu travailler. Il y a des gens on connaît malheureusement le destin, parce que bon nombre, pour ça je disais que le livre de Souge était une mine d'or de ce point de vue-là. Enfin, j'en remercie, y compris ceux qui continuent à en assurer le développement, etc. Malheureusement, un grand nombre vont connaître aussi, vont mourir sur le feu des pelotons pendant la résistance et puis pendant l'occupation. Il y a déjà, quand on prend le livre des fusils de Souge, il y a déjà au moins je ne sais pas combien, je n'ai pas compté, mais une bonne centaine dont on connaît qu'elle va être la destination immédiate, quoi, malheureusement. Bon, voilà, etc., etc. Voilà ce que... Et après, j'ai été... on voit aussi, par exemple, il y a des gens qui ont fait un court parcours avec nous, par exemple Boeuf, dont nous, on a connu le fils qui était conseiller général socialiste, puisqu'il était conseiller général socialiste, et dont la petite fille a été conseillère générale socialiste aussi du canton de Bordeaux-Nord. Boeuf, qui était un gars du livre, qui a participé à la création du PC, mais qui n'y restera pas, et qui s'occupait, entre parenthèses, aussi, Boeuf, de toute l'activité culturelle
d'organiser des fêtes. Alors, ça n'a pas duré 10 ans, puisqu'il est parti assez rapidement, mais ça a marqué, parce que je me rappelle quand j'étais gosse, enfin, pas, quand j'étais jeune, il y a toujours eu dans le quartier de Chartrons, etc., quartier très ouvrier, il y a toujours eu une amicale laïque qui avait une activité culturelle très forte. Ça venait de la famille Boeuf, ça venait de l'époque où, y compris, le PC avait créé une compagnie de théâtre, etc., etc., etc. Donc, Martinez, par exemple, le docker, il avait aussi un frère, Raoul, qui était aussi un docker, qui n'a pas joué le rôle aussi important que André a joué, parce qu'André, c'était vraiment le docker qui a créé l'organisation de CGT, pour parler de la CGT telle qu'elle est devenue. On fait partie de ceux qui ont aidé au développement culturel de la vie politique culturelle. On pourrait donner d'autres noms, de gens dont on connaît la destination, et puis d'autres qui ont carrément quitté le parti, etc., etc., soit qui ont été exclus. À cette époque-là, dans les années 20 et quelques, on excluait beaucoup, hein, mais on intégrait aussi. C'est assez extraordinaire. Par exemple, on disait, j'avais lu sur le Métron qu'il y avait un gars, on cherchait, le Métron disait, c'est le Métron qui posait le problème, c'est très bien, il disait, on ne comprend pas parce qu'il a été exclu et on le retrouve. Il était exclu, en fait, un des gars, là, c'est le beau-frère de Gay, puisque c'est le beau-frère de Gay, là, Barsac, en fait, il a été exclu en 30 et en 32, il était candidat aux élections pas pour le parti, pour le VOP, pour le bloc ouvrier et paysan, etc. Donc, j'ai pas mal retrouvé de choses, mais il y a effectivement encore beaucoup, de ce point de vue-là, beaucoup à faire. Voilà pour ce qui est de la question des... Alors, juste dernier truc, je n'ai pas parlé de ça parce que c'est encore une autre histoire. Il eût fallu, j'avais commencé à écrire sur ça, mais je me suis arrêté là aussi. Il eût fallu replacer ça, le contexte de la création, pas simplement à partir du débat interne qu'il y a eu dans la SFIO et qui s'est clos. Gironde, il y a eu vraiment, ça a été 50-50, quoi. Pour passer à 50,6 pour la motion Cachem-Frossard, 13% pour la motion Longuet, qui avait trouvé d'ailleurs une expression particulière dans le quartier de Bacalan avec les amis de Blanqui, puisque Blanqui avait été venu, l'enfermé était venu à Bacalan et son frère, je crois que c'est son frère, il avait été élu député. Il y a une empreinte qu'on retrouve d'ailleurs, le fait qu'il y ait un collège Blanqui à Bacalan, c'est lié à ça. Je ne sais plus ce que je voulais dire, là. Je me suis gouré quelque part. Je me suis planté, vous m'en excusez. Voilà, donc j'ai perdu, c'est l'âge. C'est pas grave du tout. On va donner la parole à Dominique pour commencer, puis ensuite à HP, alors je ne sais pas qui se cache derrière ses initiales, et puis ensuite à Alexandre. Dominique, à toi. Oui, bonsoir. Par rapport à ta présentation, Titou, il y a toute la partie humaine, ça c'est les bios, tout ça, c'est très intéressant. Ça retrace bien. Moi, je me demande si on a quelques résultats d'élections, mais je trouve que la progression électorale dans cette période-là, alors, il y a des choses rigolotes, mais enfin, il y a bien d'autres camarades qui ont été candidats pour obtenir 1,5% ou 2%. Et donc, il y a eu tout au long de ces années, parce qu'on voit, je ne sais pas si c'est pas Pichon, où tu rappelles qu'il a été candidat du parti, je ne sais plus où, dans quelle circonscription. Bordeaux. Ouais, où il faisait des scores remarquables. Oui. Donc, je trouve que il y a la création et ensuite une petite montée quand même régulière. Et puis après, il y a 39, peu importe. Mais je trouve que c'est intéressant
de voir les scores électoraux et la progression. Alors, on n'aura pas beaucoup de surprises, enfin, de ce que j'ai vu, mais bon, ça permet, ça mérite. Bon. Ça, c'est une chose. Il y a autre chose, c'est que tous ces gars, alors effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes, ça on est d'accord, mais il y avait une façon de militer qui était quand même, comme tu as dit, dynamique. Hein, mais on ne militait pas, enfin, je veux dire que quelqu'un qui lit l'histoire du parti en Gironde n'imagine pas qu'à ce moment-là, on faisait des affiches, on distribuait des tracts et on allait porter la contradiction dans les réunions. Moi, je trouve qu'il fallait quand même être bien accroché pour aller porter la contradiction dans les réunions, dans les cours d'école ou dans les salles municipales. Je crois que c'est à la Libération que Georges Rossignol était allé porter la contradiction à Saillot. Ils s'étaient empaillés tous les deux. On a quelques restes. Bon. Mais dans ces périodes-là, les gars qui allaient porter la contradiction, bon, c'était une façon de militer qui demandait un engagement extrêmement important dans un contexte difficile et tout ça. Bon, c'était particulier à cette période et on a intérêt à le faire comprendre, ça. Et dernier truc, alors les gars qui ont disparu, moi, j'ai tendance à penser à ce que tu as évoqué, Titou, on excluait beaucoup. Hein. Et les gars qui étaient exclus, certains souhaitaient être réintégrés, d'autres n'ont pas demandé leur réintégration. Quand les Hallo, alors je ne me rappelle plus lequel et quand a été exclu, mais il a été exclu en même temps qu'Ipoustegui. Ipoustegui n'a jamais réadhéré au parti, mais on l'a connu parce qu'on l'a connu, nous. Mais il y en a un certain nombre d'autres. Et je pense que ceux qui ont disparu, alors il y a les mutations, les déménagements et tout ça, mais je crois qu'on avait tendance à faire un nettoyage un peu dur, quoi. Donc, ce qu'on peut retrouver, on le retrouve, mais je crois qu'il y a un certain nombre de gens dont on ne retrouvera pas trace, quoi. Voilà. C'est tout. Dominique, ton micro. Oui, je passe la parole à HP directement. Pardon, excusez-moi. Moi, je ne peux pas parler. Eh bien, parce que, vas-y, tu peux parler maintenant, on t'entend. Je peux? Oui. Vous m'entendez? Ça va, Tito? Oui. M'entends? Dis-moi, juste une précision. D'abord, je suis content de vous voir, le Girondin. J'ai connu Léo Pichon. J'ai bien connu Léo Pichon. Pas longtemps, parce que j'étais tout jeune. Juste pour préciser que c'était le mari de Margot Pichon, qui a travaillé très longtemps à la Bourse du Travail. Et Léo a fait partie, et tu m'avais retrouvé l'article à l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens, dans les Nouvelles de Bordeaux. Il a fait partie de la première délégation qui a rencontré Staline à Moscou. C'était pas rien, quand même. J'avais retrouvé cet article parce que Margot voulait la voir. Voilà. Et Léo était horloger, et j'ai récupéré, à la mort de mon oncle, puisque c'était le beau-père de mon oncle, j'ai récupéré son matériel d'horloger. Voilà. Juste Léo était un tout petit bonhomme, et je suis content parce que je ne savais pas qu'il avait joué ce rôle-là, d'ailleurs, dans le parti, dans une période particulièrement troublée. Voilà. Autrement, j'ai trouvé ton exposé bien. Alors, j'espère qu'il y aura un livre. J'espère qu'il y aura un livre. Hein. Tu n'es pas encore assez vieux pour ne pas écrire. Donc, j'espère qu'il y aura un livre et qu'on pourra le diffuser. Et même encore, c'est qu'il y a quand même une histoire avec le parti importante, et notamment la Libération, puisque ça a été le premier département libéré en 1943. Voilà. Je te vous laisse continuer. Bon, merci Michel.
Alors, Alexandre peut-être, et puis après on donne la parole à Serge. Oui, Titou, d'abord, nous te remercions tous, enfin, je te remercie, nous te remercions pour ce travail auquel tu t'es attelé. Bon, Olivier l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un travail de Romain. Tu as plus de 700 et quelques, 747, je crois, enfin, je ne sais plus, fiches prosopographiques. La prosopographie, bon, Olivier en a fait un peu, moi, je n'en ai jamais fait parce que c'est un travail de Romain qui ne me convient pas. Et puis, de toute façon, comme vous savez, j'ai pas travailler en tant qu'historien sur ces thèmes-là. Ceci, c'est un travail. Si je devais trouver un mot, c'est nécessaire, et nécessaire au carré, le travail que tu as fait. C'est véritablement, et on attend, ça vient d'être demandé, on attend une publication, hein, pour que tout ce travail demeure au-delà de notre soirée là et de l'enregistrement de cette soirée. Il y a jusqu'à présent, nous avions des éléments, mais des éléments qui étaient épars. Les archives de la série M, sur lesquelles avait travaillé Cavignac, j'avais regardé, tu as eu l'amabilité de citer l'IAES Oui. reprise, mais toi, tu as en plus récupéré des archives de la fédération que Cavignac n'avait pas pu avoir, hein, donc à l'époque, les archives de Chassin, bon, tout ce travail-là, évidemment, la frustration lorsqu'on travaille dans des archives, c'est que à chaque fois, il va manquer souvent, pas à chaque fois, mais souvent, il va manquer le petit élément, se dire mince, mais là, je suis arrêté là, et bon, ben, on cherche et puis on ne trouve pas. Et non, ben, il faut faire avec ce que les archives donnent. Et évidemment, comme tu fais, les lire, les interpréter, les croiser, tout ça, il n'y a pas de problème. Il est nécessaire, ce travail, il est nécessaire. Tout à l'heure, tu avais en introduction, tu semblais avoir un regret de n'avoir pu traiter que la première période d'existence du parti dans notre département. C'est déjà un travail immense, c'est déjà un travail, et surtout celui-là, parce que sur les périodes postérieures, Olivier là, il y avait le travail de Fabien aussi sur la période d'après-guerre, enfin bon, sur cette période-là, publié, on n'avait pas grand-chose, et c'est une période fondamentale pour l'histoire du Parti communiste, dans notre département et ailleurs, parce que, comment dire, c'est le moment de la naissance, évidemment. Donc, tu vois avec tes fiches d'où proviennent les militants qui entrent au parti, qui fondent le parti. Les délégués, évidemment, les dirigeants, pour la plupart, viennent de la vieille SFIO qu'ils ont abandonnée pour former le parti, mais je ne sais plus combien ils sont en 1921, je crois, tu dis 1400, un truc comme ça. Alors, tu n'as pas des fiches sur tout le monde, mais ces 1400, sans doute, n'étaient pas, peut-être en 21 encore, mais dans les années qui suivent, pas dans les années, dans les semaines qui suivent et dans les mois qui suivent, une partie de ces militants de 1921, de 1922, de 1923 ne viennent pas de la SFIO, viennent du syndicalisme révolutionnaire. Donc, certains avec plutôt des affinités anarchistes que des affinités social-démocrates. C'est une composante importante dans la formation de notre parti au début, qui d'ailleurs détermine un certain type d'une certaine façon d'être révolutionnaire, qui ne va pas être la même façon d'être révolutionnaire à partir du moment où il y a la bolchevisation. Donc tout cela, dans ces fiches, à ce moment-là du parti, on le voit. Et
et cette période-là est relativement moins connue chez nous, en Gironde, comme ailleurs, parce que d'un point de vue historique. Ensuite, bon, je ne veux pas garder la parole, d'un point de vue politique. Point de vue politique, nous sommes là avec un parti à peu de militants, relativement peu. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, les gens, nous, au-delà de 50 ans, nous avons connu, ou au-delà de 40 ans, nous avons connu le parti avec des dizaines, des centaines, voire même à certains moments, des centaines de milliers d'adhérents, et c'est-à-dire un grand parti de masse qui est le parti qui essaye de se créer à partir de 1934-36 et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes un parti qui est effectivement beaucoup plus restreint. Et étudier le parti des années 20, c'est retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6 manières de ne pas désespérer du parti d'aujourd'hui. C'est effectivement considérer, alors pas pour refaire le même, parce qu'on n'est absolument pas dans les mêmes conditions. Dans les années 20, il y a un parti qui est un parti plus jeune. Alors, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait peu de femmes. Tu as dit qu'il y avait quand même, en gros, si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu ce que tu as dit tout à l'heure, c'est un 6e ou même un 5e, non? Il y en a 150 sur les biographies qu'on avait à la fédération. Oui, eh bien, je trouve que ce n'est pas si peu que ça, étant donné que nous sommes dans les années 20. Alors évidemment, aujourd'hui, on pourrait considérer qu'un 5e de femmes, c'est pas beaucoup. Mais attention, on est dans les années 20, un 5e de femmes qui donc laisse une biographie dans un parti, à mon avis, il n'y a aucun autre parti à l'époque, même au Parti socialiste, ils ne sont pas à cette proportion. Hein. Là, et encore moins au Parti radical. D'ailleurs, il n'y a pas de parti, hein. Mais encore moins au Parti radical, encore moins. Donc, c'est pas si peu, c'est pas une proportion si faible que l'on. Tu vois, moi, j'étais même étonné qu'il y en ait autant. Alors, vous allez dire que je suis peut-être. Et c'est pas parce que je suis un vieux machiste, c'est parce qu'effectivement, dans les années 20, c'est pas si mal que ça que des biographies de femmes ont été conservées. Bon. Non, je m'excuse. Et donc là, on a, et je termine, et on a donc effectivement beaucoup de raisons, au-delà du travail historique, beaucoup de raisons pour ne pas désespérer. Pardon. Voilà. Oui, tu me disais. Oui, non, mais c'est moi qui ai dit une bêtise, parce que, ou du moins, je n'ai pas précisé les choses par rapport à ce que tu viens de dire. Les 100 biographies qu'on retrouve, c'est sur les 717 de la Libération, elles ne sont pas toutes relatives à des gens qui ont adhéré dans la période de 1920. C'est des gens qui adhèrent en 1944-45, voilà, dans lesquels moi j'ai sorti. Voilà, donc ce n'est pas le chiffre que tu donnes. Mais bon, il y a quand même un travail à réfléchir sur ça. Est-ce que je peux continuer ou pas? Ouais, Dominique? Oui, tout à fait, vas-y. Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que… Maryse Montangon a une question à poser. Elle l'a écrit. Qu'elle la pose, voilà. Pose-la. Oui. Elle est où, la question? Je ne l'ai pas, moi, la question. Hein. Ah oui, d'accord. Président. Il cherche. Non, mais il faut que tu réactives ton micro, Maryse. Oui, c'est bon là? Voilà, c'est bon, c'est parti. Vous m'entendez, voilà. Oui, non, oui. Bon, moi j'ai juste une petite question à poser. Alors ça sera peut-être d'ordre plus général que spécifiquement à notre région ou département. Mais j'aimerais un petit peu connaître, savoir si vous savez l'organisation du parti dans cette époque-là, dans les années 20.
parce que j'ai eu l'occasion de lire plusieurs publications où il parlait de rayons communistes et je me demandais à quoi correspondaient les rayons communistes à l'époque, voilà, par rapport à l'organisation de. Bon, il parle aussi de cellules effectivement, mais voilà, c'est au niveau de cette organisation-là, en parlant de rayons, que je voulais avoir quelques précisions si vous le savez. Et puis évidemment, je trouve que le travail de Serge est super et très instructif et qu'il faut évidemment qu'il continue et qu'il l'enrichisse. Merci Maryse. Oui, les rayons, alors on ne peut pas dire que ça corresponde exactement à des cellules, mais c'est quand même le principe des cellules, parce qu'on retrouve le mot rayon et le mot cellule pour quelquefois la même chose. Bon, il y a le rayon des capucins, par exemple. Je m'excuse de parler des capucins, mais c'est là où je suis né, donc forcément j'y suis attaché. J'ai d'ailleurs trouvé que, entre parenthèses, ce quartier, j'y suis absolument pour rien, a été marqué par une empreinte révolutionnaire très forte. La première antenne de l'AIT, l'Association internationale des travailleurs, c'est 3 rue des Menus. Vous voyez, la rue des Menus qui prend cours Victor Hugo, qui va jusqu'à la place du Mocaillou. On retrouve dans ce secteur toute une série de gens qui vont jouer, par exemple, ce n'est pas le cas là, mais dans les fusillés de Souge, il y a un Monge, voilà, qui est aussi, entre parenthèses, fusillé à Souge, qui est un jeune dont le beau-père Amagneux, plus connu sur le secteur de Villeneuve, etc., sera lui aussi fusillé. Et Monge, ils sont 8 à être membres du PC à ce moment-là dans ce secteur. Il y a une influence très forte. Et puis il y avait une influence aussi liée à la famille Alès, Estop et tout ça, mais ça va venir un petit peu après, quoi. Ça va venir un petit peu après. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que je vous remercie. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui m'ont donné un coup de main, qui m'ont conseillé de leur lumière et de leur amitié, parce que c'est vrai que je me suis lancé dans un truc sans franchement mesurer ce que cela pouvait dire. Une chose, c'est d'écrire dans les nouvelles comme je l'ai fait pendant des années sur les luttes, etc. Ça allait très bien. Mais autre chose, c'est faire ce travail-là. Et je le dis parce que j'ai appris beaucoup de choses avec Annie, avec Dominique, avec Jean, avec d'autres, voilà, qui eux, ont une habitude plus de travail de l'histoire que moi, je n'en avais jusqu'à là. J'avais bien sûr mon amour pour l'histoire, ou du moins mon penchant, mais sans plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qu'on sait peu, et Ludovic Taris, quand on s'est lu nos textes mutuellement, puisqu'on se les a lus mutuellement, on s'est dit, mais merde, on parle les mêmes choses. Il y a des choses très intéressantes. Par exemple, la place que vont jouer un certain nombre d'intellectuels, très importants dans la création du parti. Le docteur Caillavet, par exemple, qui va présider le premier meeting du PCF à Bordeaux. Alors, il va pas longtemps, il est secrétaire du PCF, il ne va pas le rester longtemps, parce qu'il a tout de suite, je le publie un rapport de la police, il a un rapport, bien évidemment, il est convoqué au rectorat, il est prof à la fac de médecine, on a plusieurs profs de la fac qui jouent un rôle dans la création du PC, et il ne va pas le rester longtemps parce qu'il est tout de suite soumis à une pression terrible, menaces, etc., etc. Et bon, à un moment donné, il n'apparaît plus. Il va habiter Arcachon, on ne sait pas. Mais quand le premier meeting qui se tient à Bordeaux, qui est le 23 janvier 1921, à l'Alhambra, va montrer qu'il y a toute une série de gens, voilà, qui vont venir épouser effectivement la cause de la transformation révolutionnaire avec ceux qui vont constituer le cœur, c'est-à-dire les ouvriers, en particulier les jeunes ouvriers, quoi, parce que c'est ça. Moi, je m'étais toujours interrogé, peut-être bêtement, mais peut-être parce que par naïveté, comment se faisait-il qu'il y ait eu autant de tueries que la région Aquitaine et la région girondine, alors c'est vrai, on peut dire la région Aquitaine, mais la région girondine a été l'objet de tels massacres durant l'occupation, alors que la force de la classe ouvrière en Gironde a été relativement faible par rapport à d'autres régions. Voilà, je veux dire. Mais ils ont puisé dans le vivier de la SNCASO, l'usine d'aviation,
du port et en particulier des chantiers de l'Atlantique et des chantiers navals, de toute l'industrie liée à la métallurgie, dans l'industrie chez les cheminots, bien évidemment, qui a été un point fort de la, etc. Et donc, voilà, ça montre aussi, j'avais voulu, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais voulu faire une petite introduction concernant un peu dans quelle région et de quelle région nous vivions et comment la bourgeoisie de notre région a été particulièrement féroce, parce que c'est une bourgeoisie de la terre usurière jusqu'au bout des ongles, anti-industrielle pour la plupart d'entre elles, la bourgeoisie de la terre, du vin, etc., et combien sa haine a été importante. Et combien aussi le Parti socialiste, la SFIO, a été marquée par ça. Léon Blum disait qu'il était surpris pas de la violence, mais de la façon dont les socialistes à Bordeaux, il parlait à l'époque d'Adrien Marquet, bien évidemment, et les autres, pratiquaient, il disait c'est la ville où alors il disait le socialisme national est trop fort, quoi. Vous voyez, entre le socialisme national et je ne veux pas faire de rapport comme ça, mais ça montre bien qu'il y a une particularité. J'aurais aimé montrer, comme j'aurais aimé montrer aussi le fait que c'est la ville où viennent vivre, viennent travailler, viennent adhérer au Parti ouvrier français de Jules Guesde, Marcel Cachin. Marcel Cachin vient étudier la philosophie, va devenir prof, etc. à Bordeaux. J'ai été prendre la photo de son logis en face de la cité, en face du American Park. Pour moi, c'est toujours l'American Park, même si c'est la cité administrative. Mais pour moi, c'est l'American Park parce que c'est là qu'il y avait des grandes manifs, etc., etc. Combien il y aurait beaucoup à dire sur ça, y compris sur les débats et sur l'apport de Raymond Lavigne, qui n'est pas devenu communiste et qui est resté à la CFIO, etc., etc., mais de Raymond Lavigne, syndicaliste, le père du 1er mai, etc. Il y a des racines, voilà, très profondes qui montrent comment, effectivement, ce parti se crée dans une situation alors, qui est à la fois la même que celle qu'on connaît ailleurs, le poids de la guerre, le poids de la trahison, la conception, enfin le fait que les ouvriers ont été trahis, qu'ils le ressentent très fortement par leur classe politique, hein, pour reprendre, par leurs élus, par ceux qui préconisait effectivement. Guesde est venu souvent à Bordeaux. Hein. Je veux dire, ça fait partie des choses. Il y a eu des relations très fortes. Alors, ça, c'est un aspect. Juste une petite anecdote, parce que même si elle ne date pas d'aujourd'hui, c'est par rapport à l'histoire des exclusions. Moi, j'avais toujours eu le sentiment, parce que j'en avais entendu parler, on m'en avait parlé, bon, enfin bref, j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de gens qui ont eu des responsabilités, qui en avaient plus, qui en ont eu. Et puis le fait d'être nouvelle, le fait que, bon, chacun il est comme il est, que je suis curieux comme une pie, donc j'ai toujours posé des questions, etc., etc. Mais c'est par rapport aux exclusions. Voilà, alors elle ne date pas de la période que je viens de citer, d'avant 1939, cette période-là. Elle date d'après la guerre. Après la guerre, il y a eu pas mal d'exclusions aussi, parce que c'était une période de fait. Il y en a eu certaines, et certes, honnêtement, pas mal ne trouveraient pas de justificatif aujourd'hui. Et en particulier celle qui a pu toucher des gens dont on parlera plus tard. Mais j'ai été surpris de noter, à la lecture de mes fiches, là, pour reprendre mes fiches des 717 de l'après-guerre, il y a pas mal de lettres de gens qui demandent à réadhérer au parti. Donc, c'est parce qu'ils ont été exclus. Il y a ceux qui adhèrent, qui remplissent leur biographie, et il y a ceux qui font une biographie et qui demandent à réadhérer. Et il y en a pas mal qui ont été exclus en 1945, voilà, parce qu'il y a eu la période de suspicion. Dans la biographie, on remplit qu'est-ce que tu as fait pendant la période, comment tu t'es comporté au pacte germano-soviétique. Sur les 717, il y en a 715 qui répondent « J'ai compris, sur le moment, je n'ai pas compris, mais j'ai compris après ». C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vision critique de cette affaire-là. Il y a un témoignage extraordinaire, c'est après la guerre, là, mais ça appartient aussi à la construction du parti. Il y en a une qui est extraordinaire, c'est le témoignage de René Duhourquet, qui, lorsqu'il est exclu du syndicat dont il est élu,
par la majorité de confédérés, le syndicat dont il est élu, lorsqu'il est exclu pas par le syndicat, par la direction du syndicat, de la sédition confédérée, il fait une lettre qu'il va distribuer dans son atelier auprès de ses camarades, où il explique d'abord que c'est une atteinte à la démocratie, à la liberté, au droit syndical, au statut, bon, je ne développe pas, mais où il dit aussi, on ne me fera pas, moi, renoncer au pacte germano-soviétique. Il assume, et d'autres l'assument. Mais d'autres disent, j'ai compris par la suite, mais on ne sait pas vraiment. Et j'en trouve deux qui disent, mais moi, je n'ai pas compris. Voilà. Mais voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui demandent leur adhésion, leur réadhésion. Après, donc, l'exclusion, pour ceux qui reviennent. Et c'est une anecdote, mais je la trouve savoureuse, qui montre que les choses ne sont pas aussi carrées que l'on croit. Et ça, je le pense. Moi qui suis un vieux de la vieille maintenant, dans la boutique. C'est que ce gars, il y a un gars qui est un cheminot. Je vous donnerai le nom, je ne l'ai pas en tête, qui habite à Bègle, travaille aux ateliers. Il sort des ateliers, il travaille en 3-8, vous voyez, etc. Il sort des ateliers, il va boire un coup sur les boulevards à Bègle, et sans doute l'alcool montant, il dit aux gens du bar, il leur dit, voyez-vous, si vous continuez, je vais vous faire sauter la boutique. J'ai de quoi vous faire sauter la boutique. Les gens prennent peur, ils appellent la police, et il leur tient le même discours, parce qu'il est tout il est bourré, pour faire vite, mais il leur tient le même discours, et il leur dit, et vous aussi. Du coup, la police, voyant que le gars pourrait éventuellement être dangereux, c'est sûr qu'ils étaient plus derrière les militants communistes qu'ils étaient derrière. Bon. Bref, ça n'a pas beaucoup changé, ça. Et ils vont chez lui, qu'est-ce qu'ils découvrent chez lui? 2 caisses de grenades allemandes qu'il a gardées au cas où on en aurait besoin, alors que le parti à l'époque avait dit on s'inscrit dans le processus démocratique, etc., etc., etc. Donc, il dit il n'y a aucune raison qu'on m'a enlevé ma carte. Donc, je la redemande. Donc, le secrétaire de cellule, qui était un copain que j'ai bien connu aussi, Jules Gerstein, de Bègle, qui a été, voilà, Jules fait écrit à la cellule au nom de la section de Bègle, à la cellule des cheminots, où il avait appartenu en disant est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il reprenne sa carte du parti? Et j'ai la réponse des gars qui lui disent, et je schématise à peine, quoi. Mais dites donc, tu crois, nous, qu'on a attendu, pour nous, il est toujours resté communiste, ce gars. Pour nous, il a toujours été communiste. Carte ou pas carte, pour nous, il a toujours été communiste. Et on va te dire pourquoi. Parce que c'est un des gars qui a été le plus efficace dans l'organisation des sabotages en gare. Et il est resté comme ça. Tout ça pour dire que les choses ne sont pas blancs ou nègres dans cette affaire. Les choses, et il y a toujours eu, et on le voit quand on lit les correspondances et les trucs, il y a à la fois des choses scandaleuses et qui ne méritent pas, enfin qui méritent d'être condamnées tout simplement, comme elles l'ont été, l'exclusion, etc., des mises à l'écart scandaleuses. On ne va pas faire la liste, on les connaît, on en connaît un certain nombre, et pas mal. Et il y a aussi des choses qui font qu'il y avait aussi des résistances quelque part, qui, c'est le cas de le dire, qui faisait que le rapport n'était pas tout à fait celui qu'on pensait qu'il était, quoi. Alors, je donne cet exemple-là, sans doute que c'est peut-être pas un exemple significatif, sauf que quand on lit les courriers, on trouve quand même qu'effectivement, il y a toujours un temps d'un peu de distanciation vis-à-vis d'un certain nombre de choses qui sont scandaleuses, même si elle n'existe pas partout, et même si on trouve des gens qui appuyaient sur le bouton. Donc, je dis ça parce qu'effectivement, les choses sont pas. Voilà. Et on le voit avec les débats qu'il y a à partir en 26. J'ai fait beaucoup sur l'année 1926, c'est le congrès de Lille au niveau national. Et en Gironde, c'est le congrès de Lille, c'est un déchirement tout va entre les uns et les autres. Je parlais de Pichon, avec ceux qui disent Pichon, il ne fait pas l'affaire, il est débarqué, parce qu'il était à la fois secrétaire régional et après secrétaire fédéral. Entre parenthèses, l'organisation, pour revenir à l'organisation, jusqu'en 1937, on était organisé par région, c'est-à-dire il y avait effectivement plusieurs départements, les Pyrénées-Atlantiques, une fois les Pyrénées-Atlantiques, après il y a eu c'était les Basses-Pyrénées à l'époque et les Hautes-Pyrénées qui sont rentrées, Lot-et-Garonne d'un côté,
la Gironde et la Charente. Enfin, il y a eu plusieurs organisations à géométrie variable. Et en 1937, avec la montée en puissance du Parti communiste dans toute l'Aquitaine, et en particulier en Gironde, puisque en Gironde, dans les archives que j'ai retrouvées, on annonce un peu plus de entre 7 et 8 000 adhérents en 1938. La fédération en Gironde devient la fédération de la Gironde. Ça devient la fédération de la Gironde, alors qu'avant c'était la région bordelaise. Enfin. Et donc il y a plusieurs. Et je poursuis sur un truc, je m'en arrête. Si quelqu'un me pose une question, je préfère m'arrêter. Après, j'aurais à dire autre chose sur d'autres combats. Ok, ben Olivier, vas-y. Non, c'est très rapide, c'est une anecdote, mais elle m'a beaucoup touché parce que Titou a évoqué les bios et j'ai eu la chance de pouvoir en consulter un très grand nombre, les bios du parti. Et j'ai eu la possibilité, l'opportunité d'en consulter un très grand nombre, et notamment pour 2 départements, la Gironde, mon département de cœur, et les Pyrénées-Atlantiques. Et vous savez, vous connaissez certainement ça par cœur, mais il faut réfléchir à ça. C'est-à-dire que les camarades étaient convoqués pour remplir les bios, qui était d'ailleurs un document assez. Il y a eu deux versions des bios. Il y a une version ALE, oui, il y en a eu plusieurs, mais il y en avait une première qui était, qui était solide, Et la technique de la politique des cadres consistait à convoquer donc le camarade une première fois, donc, en lui laissant le temps pour remplir l'ensemble des sujets, bien évidemment la période 39-45, mais y compris tout la période d'avant Seconde Guerre mondiale était bien sûr instruite, avec des questions précises. Et la technique consistait à reconvoquer ce même camarade quelques mois plus tard en lui faisant remplir un document, sans lui donner bien sûr sa version originale. Et après, la commission des cadres comparait les deux documents pour voir si, sur des questions très sensibles, notamment d'itinéraire de la Seconde Guerre mondiale, il y avait le même propos ou pas. Et je termine sur cette anecdote qui m'a beaucoup touché. Bien sûr, je me suis arrêté concernant les PA sur des camarades qui étaient toujours en vie. Là, je vous parle, j'étais secrétaire fédéral au début des années 2000. Et donc, il y avait encore la génération qui malheureusement n'est plus là, 20 ans après. Et je tombe sur la bio d'un copain du Coussou, de Garlin, qui est vraiment, qui était pour nous tous en PA le sel de la terre, un camarade très impliqué, notamment sur les questions du syndicalisme agricole, et un camarade avec une pensée, une profondeur politique et rhétorique formidable, telle que d'ailleurs peut parfois construire le militantisme syndical agricole. C'est un profil, ça. Hein. Ça a été une grande école de cadres. Et la bio, parce qu'il y avait chaque fois un petit truc réservé à l'avis de la commission des cadres, était camarade fragile, peu fiable, ne fera pas de longs jours au parti. Et chaque fois que j'avais, sur un 1er mai ou sur des fêtes fédérales, à retrouver, c'était Adrienne Cousseau, j'avais envie de l'embrasser, de lui dire, de le serrer, de lui dire qu'est-ce qu'on t'aime. Et voilà, ça m'a toujours laissé quelque chose d'un peu qui reste pénible, mais qui fait partie de notre histoire. Et certains me diront, mais au moins à l'époque, on avait une commission des cadres. Ah, oui, tout à fait, absolument. Bon, je vais rester un peu et après, je vous embrasse. Et en tout cas, merci beaucoup, parce que moi, ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec vous, vraiment. Merci, Olivier. Juste une question, là, Serge, par rapport à… Est-ce qu'on a une idée un petit peu du rôle qu'ont pu jouer la composante ouvrière agricole, je dirais, dans la création du parti et son développement?
Parce que moi, ce que j'ai pu constater par l'expérience, c'est que chaque fois qu'on s'installait, qu'on faisait une adhésion, je dirais, dans un milieu, dans ce milieu-là, eh bien, je peux vous garantir qu'on faisait 30 adhésions derrière, si vous voulez, par essaimage très rapide. Et donc, je ne sais pas. Et comme j'ai noté effectivement cette présence dans le monde agricole de la migration italienne, hein, comme je vous l'ai dit, en Lot-et-Garonne et puis dans le Sud-Gironde, de la même manière, est-ce qu'on a pu noter les effets de la migration espagnole, qui manifestement s'est plus structurée dans le monde industriel que dans le monde agricole, ce qui est un peu surprenant d'ailleurs. Est-ce que tu as des éléments tout là-dessus? Alors, pour faire vite, si je puis dire, l'implantation communiste dans le milieu agricole, il est lié à la période de la résistance. Voilà. La période de la résistance, c'est une période où vont s'organiser à la faveur sans doute du département, à la faveur d'autres éléments, vont se créer des pôles de résistance importants, et le parti va devenir enfin un parti. Bon. Dans les tentatives qu'il y a avant-guerre, je ne sais pas si Maryse est toujours là, Maryse Montangon, j'ai passé maintenant. Oui, mais elle t'entend. Oui. Voilà. Il va y avoir une tentative et il va y avoir une organisation. La première organisation dans le milieu agricole du parti va se faire sur le secteur de Libourne, dans le secteur où habite encore autour de Libourne, et c'est le grand-père Chauvignat, le père du père de Maryse, puisque j'ai connu Chauvignat, Marcel, voilà, qui va être à la base de l'organisation de ça et qui va ensuite, essayer de tenter de le développer dans d'autres secteurs agricoles. Mais il va y avoir très peu. Il va y avoir aussi, du côté vers 1938, c'est Jean-Claude Lolland qui l'explique dans le bouquin qu'il a écrit sur la centrale d'Ess, où a été interné son oncle André, qui a été ensuite déporté et qui est mort en déportation, qui était un militant communiste. Il y avait une organisation des jeunesses communistes rurales, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelait, à laquelle participait donc André Lolland, et dans laquelle participait aussi le frère de Raymond Lagardère, Paul Lagardère, voilà. De Paul Lagardère. Mais à ma connaissance, je n'ai pas eu d'autres. C'est le communisme, enfin le Parti communiste développé à la campagne. Ça a été au départ un communisme lié à l'implantation ouvrière. Voilà. Les Sencaso, les cheminots, le port. Et le port avec une présence espagnole très forte, parce que c'est dans les métiers les plus durs, quoi. Voilà, le charbon, le carbonel, c'est ça. Il y avait des quartiers, effectivement. Et ils n'étaient pas spécialement organisés dans le Parti communiste, il y en avait quelques-uns, mais le parti avait délégué Rospide, qu'on a connu, Rospide, après la guerre, qui a aidé à l'organisation dans ce secteur-là. Florac, Lormont, puisqu'il y avait les chantiers navals, Florac, Lormont, Bassens y compris, puisqu'il y a encore des descendants de cette période-là, Bassens et Florac, voilà, Senin Florac, mais c'était un communisme effectivement dans des villes, et Bordeaux jouait un rôle, qu'on comprendra, aussi très important, puisque il y avait d'importantes usines à Bordeaux. Il y avait sur la rive droite à la Bastide, à Bègle, la SATM, Motobloc essayait de monter sur la rive droite avec les chantiers navals de Lormont, avec et puis ce que j'ai cité auparavant, quoi. Voilà. Et c'est dans ce puits-là qu'a été que Alip, enfin, que les collabos sont allés chercher, je suis notamment chez les communistes, les premiers résistants, les fusillés, etc., quoi. Voilà. Donc il y a des choses, enfin, je finis, il y a eu des choses remarquables, effectivement, qui sont
dans ces secteurs-là qui se sont. Mais le communisme rural, à ma connaissance, ne s'est développé qu'après la guerre, à faveur de l'occupation, à la faveur de la résistance. Est-ce que tu as une idée à peu près du niveau d'âge à peu près hein, des personnes qui étaient engagées au parti et parce que tu as dit au début dans ton exposé qu'au moment du congrès en 1921, c'était très partagé en fait, c'était du 50-50, alors que, en Gironde, hein, je parle, hein, alors qu'ailleurs, un peu dans le pays, il y avait quand même une majorité, une plus large majorité favorable, je dirais, à l'adhésion à la Troisième Internationale. Donc, est-ce qu'on a des éléments qui permettent de qualifier sociologiquement ça, oui, mais au niveau de l'âge, on a une idée un petit peu de la moyenne d'âge de ceux qui s'engageaient à l'époque dans cette démarche? Non, moi, j'ai pas d'éléments de moyenne d'âge. Je pourrais les faire d'ailleurs. Pardon? Je peux y aller? Oui, oui. Non, j'ai pas de moyenne d'âge. Ce qui est sûr, c'est que la SFIO, un certain nombre de militants anciens de la SFIO, je parle de Kameskas, mais on pourrait parler d'autres noms. Kameskas, parce que ça a été le plus significatif, de militants anciens sont passés, à partir de leur expérience de la Première Guerre mondiale, ont fait le choix du Parti communiste. Voilà. Et après les luttes essentiellement après-guerre, sans parler des luttes sociales, il y avait les luttes sociales, je ne vais pas développer sur ça, parce qu'il y a eu aussi l'épisode de la création de la CGTU, etc. Mais c'était dans ces usines, effectivement, d'armement, etc., qu'elle se développait. Mais surtout, il était mené, ce qu'on voit très rapidement, du moins dans ce que moi j'ai pu voir, c'est que ce sont les jeunes communistes qui sont à l'avant-garde du combat, vraiment. Ils le sont, pour ça que certains disent non, on ne peut pas y aller comme ça, quoi. C'est trop. La bataille antimilitariste, parce que c'est ça, c'est pas simplement la bataille pour la paix, c'est la bataille contre l'armée. J'ai publié un texte d'un jeune communiste qui, dans une réunion, explique dans une réunion publique, en plus, il dit le capitalisme, c'est la guerre, l'armée défend le capitalisme, il faut casser l'armée. Voilà, ils vont comme ça, les mecs au combat. Ils y vont comme ça. Et donc, ils font appel à toutes les classes les classes des réservistes, ou toutes les classes des gens qui vont faire le service militaire. Je rappelle quand même que tout de suite après, il y a l'occupation de la Ruhr, il y a la bataille au Maroc, où on envoie quand même des gens se faire tuer au Maroc, enfin, pour aider les colonialistes espagnols et français à assassiner le peuple marocain, Abdel el-Krim et tout ça. Abdel el-Krim, oui, c'est ça. Donc, oui, etc. Enfin, tout le mouvement nationaliste marocain qui se bat contre le colonialisme espagnol et français, dont les mecs, on les envoie là-bas. Donc, la bataille d'Alger, c'est une bataille très dure sur ça. Et ils sont vraiment, ils sont obligés de se cacher pour se réunir parce qu'ils sont espionnés. Enfin, quand on regarde les dossiers, ils n'ont pas besoin d'une aide, les policiers. Ils ont tout ce qu'il faut, y compris dedans, dans la maison. Ils ont tout ce qu'il faut. Il ne faut pas se raconter d'histoire. J'ai trouvé d'ailleurs, au hasard de mes recherches, j'ai trouvé à un moment donné qui avait pu faire quoi. Parce qu'il y a des choses qui finissent par se savoir. Mais ils savent tout. Ils savent l'heure où les gens sortent de chez eux, au moment où ils vont faire leurs courses. Enfin, les fiches de police, c'est une somme d'informations extraordinaire, mais en même temps, ça fait flipper, quoi. La façon dont, à l'époque, avec du crayon et du papier, avec du monde aussi pour pouvoir le faire. Donc le combat va être beaucoup antimilitariste contre les guerres, quoi. Pour la solidarité avec le peuple allemand. Il y a des mecs qui vont faire des meetings en Allemagne. Pour ensuite la solidarité avec le peuple espagnol, parce que ce sera très fort ici. Parce qu'on est proche de l'Espagne, parce qu'il y a une colonie espagnole d'avant-guerre, d'avant 18 et après 18 qui vient, etc. Et qui va faire qu'il y a des liens très forts qui vont se... On ne retrouvera pas les communistes espagnols dans le Parti communiste français, très peu.
ils resteront organisés dans le Parti communiste espagnol, pour ceux qui sont communistes. Hein. Mais par contre, on va les retrouver dans les organisations syndicales, la CGT, on va les retrouver dans le mouvement associatif, on va les retrouver dans un certain nombre de choses comme ça, avec effectivement, bon, certains qui vont adhérer auront la double carte, mais ça ne va pas être ça qui va être le but. Et puis après, il y a la période de la résistance où il va y avoir des choses. Par exemple, je pense que l'histoire de la base sous-marine et ce qui s'y est passé est à écrire, quoi. En dehors de ce qui s'est déjà dit, il s'est dit des choses, il y a eu des expos, très bien. Mais la résistance à la base sous-marine, ça reste encore à écrire. Ça, c'est tout à fait particulier. Une dernière question, mais il peut y en avoir d'autres, hein, mais qui me préoccupe. Comme les rapports avec les milieux chrétiens ont été relativement développés, au moins dans la période que moi j'ai connue en adhérant au Parti communiste. Où est-ce que ça en était justement au moment de la création du parti et après? Est-ce qu'on avait déjà une évocation de cette présence de militants chrétiens au sein du Parti communiste? Moi, j'ai pas noté ça. J'ai noté ça, c'est monté fort à partir des années après 34, quoi. Et puis dans la montée du Front populaire, bon, après avec tout ce qu'on sait, c'est à ce moment-là que les choses ont mais pas à cette période-là. Enfin, peut-être qu'il y a des choses, mais moi je ne suis pas en capacité, parce qu'il y a eu la résistance, il y a eu les auberges à jeunesse, il y a eu tout ça aussi. Mais je ne suis pas en capacité de dire, voilà, tel fait précis sur ça, tout ça. Je n'ai pas. Je ne veux pas dire pour autant que ça n'a pas existé, qu'il n'y a pas eu débat, je ne sais pas. Sans doute que. Mais la guerre d'Espagne a aussi été un moment quand même fort du rapprochement avec les progressistes, bon, par rappeler Mauriac, Desnos, etc. Mais ça, on arrive dans une autre phase. Voilà. Écoutez, ça fait bientôt 2 heures que l'on débat, que l'on échange. Ce que je vous propose, de toute façon, pour nous, c'est qu'une première étape. Et puis, bon, sans être dans le secret des dieux, de toute façon, pour ce qui concerne Espace Mars, on va contribuer et on va aider Serge à publier l'ouvrage qu'il a commis et on va faire en sorte que le plus vite possible, vous puissiez en disposer. Et on sait aussi que Serge continue avec son équipe et d'autres à travailler pour faire en sorte que les 2 autres périodes, au moins la période intermédiaire, c'est-à-dire la période de la résistance, puisse être évoquée. Savoir que pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a eu aucun travaux universitaire, même commandité par notre ami Bernard Lachaise, qui ont été faits sur une période ancienne. C'est la période que vient d'évoquer Serge. Hein. La première fois qu'on a des écrits un peu structurés qui sont rendus publics. Et le deuxième élément, c'est que pour la période de la résistance, on est aussi dans la même situation. Donc, on espère que Serge va vivre très longtemps, que son cerveau va continuer à fonctionner à fond les gamelles et qu'on aura très vite un deuxième tome à rendre au public et peut-être un troisième si on lui souhaite longue vie. Juste, je peux terminer un truc? Mais bien sûr, c'est toi qui as la parole pour terminer. Juste parce que ça fait partie des gens qu'on rencontre et j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens, mais d'aller sur le canton de Pellegru avec Cani Poirier, qui était députée européenne, que nous avons, que beaucoup d'ici ont connu. Et elle m'avait fait rencontrer Paul Rossega. Qui était Paul Rossega? Paul Rossega était une gueule cassée de 14-18. Il était resté aveugle. Et à cette époque-là, le gouvernement lui avait alloué les services d'un saisonnier, d'un jeune, qui l'aidait théoriquement, qui devait aider Paul Rossega à cultiver sa terre et son potager pour pouvoir survivre à cette période-là. Et Paul Rossega a utilisé les services de ce gars pour qu'il l'amène dans les villages pour aller créer dans le canton de Pujol, dont il est devenu ensuite d'ailleurs maire adjoint, l'organisation du Parti communiste. Ça, c'est des choses que les témoignages de ce type-là venant de ce gars-là qui, comme je le disais, excusez-moi, c'est peut-être pas de bonne facture, mais qui voyait bien plus clair que beaucoup, qui était aveugle, mais je crois que ça mérite en soi effectivement de continuer à labourer. Alors après, ce qu'on fera, est-ce qu'on continuera, etc. Mais c'est la part de là chacun. S'il y a des gens qui veulent nous aider, il n'y a pas de problème. S'il y en a qui veulent aussi nous aider, Annie Guillamé et à moi, à ranger les archives de la Fédération, ce sera avec plaisir que nous les recevrons. Oui, puisque ces archives vont être transmises
aux archives départementales. Et donc, il y a tout un travail préalable, évidemment, qui se fait, qui a été engagé par Annie et Serge. Donc, merci à tous et à toutes. Merci de la primeur de tes propos à Espace Mars. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion éventuellement de prolonger, dès que le livre sera publié, par peut-être une autre rencontre. Et il nous tarde que tu nous mettes ton livre à disposition. Merci Serge, merci à tous. Merci à vous. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bonne soirée.